Cette première vidéo sur la pathologie surrénalienne, nous allons d'abord faire un zoom sur les glandes surrénales. Chaque être humain possède deux glandes surrénales, une au-dessus de chaque rein. Il s'agit de glandes endocrines qui sécrètent puis excrètent des hormones directement dans la circulation sanguine. Chaque surrénale comporte une zone ou partie interne appelée médullaire et une partie externe appelée cortex. Celle-ci est constituée de trois couches, la couche glomérulaire, la couche fasciculaire et la couche réticulaire. Chaque couche ou zone a une fonction spécifique. La couche médullaire sécrète des hormones telles que l'adrénaline, la zone glomérulaire fabrique l'aldostérone, la zone fasciculaire produit l'hormone cortisol ainsi que d'autres glucocorticoïdes. La zone réticulaire produit un groupe d'hormones sexuelles appelées androgènes. En endocrinologie, et nous l'avons déjà expliqué dans la pathologie thyroïdienne, les glandes sont interconnectées. Ainsi, les différentes zones des surrénales sont sous la dépendance de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus est situé à la base du cerveau, il a la taille d'une amande et l'hypophyse est juste en dessous et elle a la taille d'un pois. Les modifications des taux d'hormones circulantes produites par les glandes endocrines sont détectées par l'hypothalamus qui accentue ou réduit alors la stimulation de l'hypophyse pour maintenir l'homéostasie. En cas d'augmentation des hormones périphériques, l'hypothalamus freine l'hypophyse qui freine la production périphérique, c'est le feedback négatif. La zone médullaire ou partie interne de la surrénale sécrète des hormones telles que l'adrénaline qui aident à contrôler la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la transpiration et d'autres activités également régulées par le système nerveux autonome. L'aldostérone est une hormone minéralocorticoïde sécrétée par la zone glomérulaire du cortex des glandes surrénales, principalement en réponse à une stimulation par la rénine, l'angiotensine 2 ou à une élévation de la kaliémie. Elle a un rôle crucial dans le maintien de la volémie plasmatique et de la tension artérielle, ainsi que de la kaliémie via son action de réabsorption du sodium urinaire et de sécrétion du potassium dans l'urine au niveau des tubes contournés distaux du rein. Elle est un composant majeur du système rénine-angiotensine-aldostérone. L'ensemble de ces hormones diminue les niveaux sanguins de potassium, augmente les niveaux sanguins de sodium et augmente le volume sanguin et la pression artérielle. Le cortisol est nécessaire notamment en période de stress émotionnel ou physique comme lors d'une dispute, d'un combat ou pour fuir un chien enragé. Dans ces situations, l'hypothalamus sécrète l'hormone de libération de la corticotropine, appelée en abréviation CRH. Celle-ci stimule l'hypophyse qui sécrète l'adénocorticotrope hormone, connue sous le nom d'ACTH. Celle-ci circule dans le sang jusqu'à la zone fasciculée des deux glandes surrénales où elle stimule les cellules qui s'y trouvent pour libérer du cortisol. En plus de la CRH, l'hypothalamus produit la vasopressine, également appelée hormone antidiurétique, qui déclenche également la sécrétion par l'hypophyse de l'ACTH, qui stimule également la production de corticoïdes par les glandes surrénales. Le cortisol, comme tous les glucocorticoïdes, est une molécule qui n'est pas soluble dans l'eau, elle est liposoluble, ce qui signifie qu'elle se mélange aux graisses pour pouvoir circuler, ce qui lui permet de traverser facilement la membrane plasmatique des cellules et de se lier aux récepteurs cellulaires qui sont présents dans presque toutes les cellules du corps, ce qui affecte une grande variété de fonctions de l'organisme. Les niveaux de cortisol culminent le matin quand le corps sait qu'il faut se lever et entamer la journée, puis ils baissent dans la soirée quand nous nous préparons à dormir, donc en repos complet. Lorsque l'organisme subit un stress en raison d'une maladie par exemple, les taux de corticoïdes augmentent considérablement. L'une des principales fonctions du cortisol est d'augmenter les niveaux de glucose dans le sang en favorisant la gluconéogénèse dans le foie. La gluconéogénèse est la formation de glucose à partir de composés non glucidiques comme les acides aminés ou les acides gras libres.
Le cortisol incite également les muscles à décomposer les protéines en acides aminés et s'attaque aux tissus adipeux pour décomposer les graisses en acides gras libres, qui fournissent tous les deux au foie plus de matières premières pour travailler. Ces deux fonctions sont appelées la protéolyse et la lipolyse. Donc fondamentalement, le cortisol maintient les niveaux de glucose sanguin élevés en contraste avec l'insuline qui diminue les niveaux sanguins en faisant entrer le glucose dans diverses cellules du corps. En fait, le cortisol agit essentiellement pour assurer au corps un apport suffisant pour pouvoir réagir de manière appropriée aux facteurs de stress physique dont nous avons parlé, comme les combats ou la fuite lors d'une charge par un chien enragé. Le cortisol aide également à maintenir la pression sanguine en augmentant la sensibilité des vaisseaux sanguins périphériques aux catécholamines, tels l'épinéphrine et la noradrénaline, et cela rétrécit la lumière des vaisseaux sanguins. Le cortisol aide à amortir l'inflammation et la réponse immunitaire en réduisant la production et la libération de médiateurs inflammatoires comme les prostaglandines et les interleukines, et en inhibant la prolifération des lymphocytes T. Enfin, les récepteurs du cortisol sont présents dans le cerveau où leur effet est encore peu clair, mais pourrait influencer l'humeur et la mémoire. Pour que tout cela fonctionne correctement, les niveaux de cortisol libre doivent rester dans l'intervalle de normalité. Pour ce faire, le corps utilise la rétroaction négative, donc lorsque les niveaux de cortisol sont élevés, cela informe l'hypothalamus et l'hypophyse qui réagissent en diminuant leurs sécrétions respectives de CRH et d'ACTH. La baisse de la CRH stimule encore plus l'hypophyse à baisser la production d'ACTH. Avec moins d'ACTH flottant, la zone fasciculée obtient moins de stimulation pour synthétiser du cortisol et finalement les niveaux de cortisol redescendent à la plage normale à nouveau. La zone réticulaire du cortex surrénalien produit également de petites quantités d'hormones stéroïdes sexuelles masculines appelées androgènes, dont la déhydroépiandrostérone qui est le précurseur de la testostérone. Ainsi, les glandes surrénales sont impliquées dans la production de testostérone chez les hommes et les femmes, mais la contribution des glandes surrénales est assez faible par rapport aux testicules chez les hommes, ce qui explique les niveaux très différents d'androgènes chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, des niveaux élevés d'androgènes sont responsables du développement des tissus reproducteurs masculins et des caractéristiques sexuelles secondaires comme la pilosité faciale et un grand larynx ou pomme d'Adam. Chez les femmes, de faibles niveaux de testostérone sont responsables d'une poussée de croissance des poils au niveau des aisselles et du pubis pendant la puberté, ainsi qu'une augmentation de la libido à l'âge adulte. Les troubles des glandes surrénales peuvent impliquer la sécrétion d'une quantité trop faible ou trop importante d'hormones et ils peuvent être en rapport avec des modifications morphologiques, une atrophie ou la présence de tumeurs bénignes ou malignes. Lorsque la sécrétion est trop faible, on parle d'insuffisance surrénale qui peut être aiguë ou chronique. La cause peut être au niveau des glandes surrénales elles-mêmes ou au niveau de l'hypophyse ou de l'hypothalamus. Lorsque la quantité d'hormones sécrétées est trop importante, la cause peut être au niveau des glandes surrénales elles-mêmes ou au niveau de l'hypothalamus ou de l'hypophyse. Le trouble qui en découle dépend de l'hormone en question. Ainsi, en cas d'hypersécrétion de glucocorticoïdes, nous avons le syndrome de Cushing. En cas d'hypersécrétion d'aldostérone, c'est l'hyperaldostéronisme. En cas d'hypersécrétion d'adrénaline et de noradrénaline, c'est le phéochromocytome. Et en cas d'hypersécrétion d'androgène, il s'agit de la virilisation. Nous verrons ces différentes pathologies dans des vidéos spécifiques. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.